Au dîner de famille, mon père m'a crié au visage, « Toi et ton enfant n'êtes que des profiteurs ». Ma mère a souri narquoisement en signe d'approbation. Ridiculement, alors qu'il vivait dans ma maison. Sans hésitation, j'ai dit calmement, « Vous avez 24 heures pour partir. » Je m'appelle Julia, j'ai 32 ans, et je suis mère célibataire de mon incroyable fille de 7 ans, Lily. Il y a 3 ans, j'ai acheté la maison de mes rêves après avoir gravi les échelons dans l'immobilier. Lorsque mes parents ont perdu leur maison l'année dernière, je leur ai ouvert mes portes, pensant que je pourrais enfin gagner leur approbation. Au lieu de cela, je les ai vus prendre lentement le contrôle de mon espace, critiquer mon éducation et se convaincre d'une manière ou d'une autre qu'ils possédaient ma maison. Je n'aurais jamais imaginé qu'un dîner de famille que j'avais prévu se terminerait avec mon père me criant au visage que Lily et moi n'étions que des profiteurs dans notre propre maison. Dites-moi d'où vous regardez et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner avant que je ne vous raconte comment j'ai finalement pris ma défense et celle de ma fille après des années de manipulation émotionnelle. En grandissant, je ne me suis jamais senti vraiment en sécurité dans ma relation avec mes parents. Mon père, Georges, travaillait dans la vente et était obsédé par le maintien des apparences. Ma mère, Nancy, était secrétaire d'école à temps partiel et passait la plupart de son énergie à essayer de lui plaire. Notre maison avait toujours l'air parfaite de l'extérieur, mais à l'intérieur, la chaleur émotionnelle était rare. Mes réussites n'étaient reconnues que si elles les mettaient en valeur auprès de leurs amis. Lorsque j'ai obtenu une bourse pour l'université, ma mère a dit à tout le monde que c'était grâce à son excellente éducation. Lorsque je rencontrais des difficultés, il s'assurait que je sache que je les décevais. J'ai appris très tôt que l'indépendance émotionnelle était ma seule voie à suivre. Alors que d'autres enfants avaient des parents qui assistaient à leurs événements scolaires et célébraient leurs victoires, les miens étaient trop occupés à maintenir leur image sociale. Papa achetait des voitures chères que nous pouvions à peine nous permettre tout en se plaignant du coût de mes fournitures scolaires. Maman passait des heures sur son apparence avant leur dîner, mais n'avait jamais le temps de m'aider pour mes devoirs. Leurs décisions financières m'ont toujours déconcerté. Malgré des revenus décents, ils vivaient d'un salaire à l'autre. Les cartes de crédit étaient au maximum pour financer des vacances dont ils pouvaient se vanter. Ils ont réhypothéqué leur maison 2 fois pour couvrir des dettes. Je me souviens de la tension constante à l'arrivée des factures et des disparitions mystérieuses de papa lorsque les créanciers appelaient. Pourtant, il maintenait l'illusion du succès auprès de tous ceux qui n'étaient pas de la maison. J'ai obtenu un diplôme en commerce et j'ai immédiatement déménagé, déterminé à construire une vie différente. J'ai travaillé 60 heures par semaine à un poste de débutant dans une agence immobilière, j'ai appris tout ce que je pouvais et j'ai lentement gravi les échelons. À 26 ans, j'étais l'une des meilleures agents de notre bureau. J'ai économisé avec diligence, j'ai vécu selon mes moyens et, à 29 ans, j'ai atteint ce que mes parents n'avaient jamais eu, la stabilité financière et une maison que je pouvais vraiment me permettre. Pendant ce temps, j'ai rencontré David. Il était gentil et stable, des qualités que je désirais désespérément après mon éducation chaotique. Nous nous sommes mariés après 1 an et avons bientôt accueilli Lily dans nos vies. Je pensais avoir enfin créé la famille sûre que je n'avais jamais eue en grandissant. Mais après 3 ans de mariage, David a commencé à changer. Il est devenu distant, a commencé à travailler tard et a finalement admis qu'il avait une liaison avec une collègue. Notre divorce a été douloureux mais à l'amiable pour le bien de Lily. Nous partageons la garde, Lily vivant principalement avec moi. Après le divorce, je me suis consacré à créer un environnement stable et aimant pour ma fille. J'ai acheté une belle maison de 4 chambres dans un bon district scolaire avec un jardin où Lily pouvait jouer. J'ai maintenu mon succès professionnel tout en ajustant mon emploi du temps pour être présente pour ma fille. Nous avons établi des routines et des traditions, des crêpes du samedi matin aux histoires du soir. J'étais déterminé à ce qu'elle ne connaisse jamais l'insécurité émotionnelle que j'avais connue en grandissant. Ma relation avec mes parents est restée compliquée pendant ces années. Ils n'ont jamais approuvé mon divorce, suggérant que j'aurais dû travailler plus dur pour sauver mon mariage ou fermer les yeux sur l'infidélité de David, comme le faisaient apparemment beaucoup de leurs amis. Ils me rendaient visite de temps en temps, mais ces visites me laissaient toujours émotionnellement épuisé. Ils critiquaient tout, de mon style parental à ma décoration intérieure, tout en me demandant des prêts qu'ils ne remboursaient jamais. Puis, il y a environ 1 an, j'ai reçu un appel frénétique de ma mère. En larmes, elle m'a expliqué qu'ils perdaient leur maison. Des années de mauvaise gestion financière les avaient finalement rattrapés. Ils n'avaient pas payé les impôts fonciers pendant 3 ans, avaient contracté une 2e hypothèque qu'ils ne pouvaient pas rembourser et avaient investi leurs économies de retraite dans l'entreprise d'un ami qui s'était effondrée. À 62 ans,
mes parents étaient menacés de se retrouver à la rue. Malgré notre histoire difficile, je ne pouvais pas leur tourner le dos. Après en avoir discuté avec Lily, qui était excitée à l'idée d'avoir ses grands-parents à la maison, je les ai invités à rester avec nous jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Juste pour quelques mois, m'a assuré mon père. Juste le temps de trouver un petit appartement que nous pourrons nous permettre avec notre sécurité sociale. Je les ai crus, et plus que ça. J'ai vu cela comme une opportunité de guérir enfin notre relation. Peut-être que vivre ensemble les aiderait à me voir comme l'adulte capable que j'étais devenu. Peut-être qu'ils seraient enfin fiers de moi. Les premières semaines ont été maladroites mais gérables. Mes parents semblaient sincèrement reconnaissants, complimentant ma belle maison et me remerciant de ma générosité. Ma mère passait du temps avec Lily, lui lisant des histoires et lui apprenant à faire des biscuits. Mon père a réparé un robinet qui fuyait et a tondu la pelouse sans qu'on le lui demande. J'ai commencé à espérer que peut-être, juste peut-être, nous pourrions construire la relation familiale aimante que j'avais toujours désirée. En y repensant maintenant, je réalise que ces premières semaines étaient le calme avant la tempête. Les signes subtils étaient là dès le début, mais j'étais trop avide de leur approbation pour les remarquer. Quand ma mère a réarrangé mes armoires de cuisine sans me le demander, je me suis dit qu'elle essayait juste d'aider. Quand mon père a commenté que mon paiement hypothécaire semblait trop élevé, suggérant que j'avais été dupé, j'ai écarté cela comme sa façon de montrer son inquiétude. J'étais encore la petite fille désespérée de leur amour et de leur validation, prête à ignorer les signaux d'alarme qui commençaient déjà à apparaître. Le changement s'est produit si progressivement que je l'ai à peine remarqué au début. Environ un mois après leur arrivée, mes parents ont commencé à faire des commentaires sur mon éducation. Ma mère soupirait de façon dramatique lorsque je fixais des limites à Lily. Tu sais, Julia, les enfants ont besoin de liberté pour s'exprimer, disait-elle, oubliant commodément à quel point elle avait été stricte avec moi. Lorsque je limitais le temps d'écran de Lily, mon père lui glissait son téléphone sous la table avec un clin d'œil, sapant mon autorité. Leurs critiques s'étendaient au-delà de l'éducation à tous les aspects de ma vie. Ma mère fronçait le nez devant mon choix de lessive. Mon père se demandait pourquoi j'avais choisi des comptoirs en stratifie au lieu de granit alors que j'avais un si bon travail. Chaque décision que j'avais prise pour ma maison était soudainement remise en question. Tu aurais dû consulter quelqu'un d'expérimenté avant de choisir ces luminaires, a dit mon père un soir. Le message subtil était clair. Malgré mon succès, je ne savais toujours pas ce que je faisais. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était leur apparent manque d'intérêt à trouver leur propre logement. Lorsque j'ai gentiment posé la question sur leur recherche de logement après 6 semaines, ma mère a fait un geste de la main dédaigneux. Oh, le marché est terrible en ce moment. Ça n'a pas de sens de se précipiter. Mon père a ajouté, nous ne voulons pas te déranger, mais à notre âge, déménager est si difficile. L'heure, quelques mois, s'étirait sans fin en vue, et ils semblaient de plus en plus à l'aise dans ma maison. Puis, ils ont commencé à traiter ma maison comme la leur. Je suis rentré du travail un jour pour trouver mon salon complètement réaménagé. L'explication de ma mère, la disposition originale n'était pas propice à la conversation. Elle avait déplacé mon fauteuil de lecture préféré au sous-sol parce qu'il ne correspondait pas à sa vision. Lorsque j'ai exprimé ma frustration, elle a semblé blessée. Je pensais que tu apprécierais mon aide, étant donné que tu es si occupé. Je me suis senti comme la personne déraisonnable. Mon père a commencé à inviter ses amis sans me le demander. Je rentrais à la maison avec Lily pour trouver 3 ou 4 de ses copains en train de regarder le sport dans mon salon, des bouteilles de bière et des emballages de snacks éparpillés partout. Lorsque je l'ai pris à part pour en discuter, il a semblé sincèrement confus. Ce ne sont que quelques amis, Julia. Quel est le problème? Le concept que c'était ma maison, et non la sienne, lui semblait incompréhensible. Les responsabilités ménagères sont devenues une autre source de tension. Bien qu'il soit à la retraite avec beaucoup de temps libre, mes parents ont commencé à s'attendre à ce que je cuisine et nettoie pour eux après mes journées de travail complètes. Ma mère mentionnait à 16h30 qu'elle pensait à du poulet pour le dîner, l'implication étant que je devrais le préparer en rentrant. La vaisselle s'accumulait dans l'évier et le linge débordait du panier, mais il semblait aveugle à ses corvées. Lorsque j'ai demandé à mon père de m'aider pour un entretien de base de la maison, il a trouvé des excuses sans fin. Son dos le faisait souffrir. Il n'avait pas les bons outils. Il s'en occuperait la semaine prochaine. Pendant ce temps, les suggestions utiles de ma mère sur le ménage laissaient entendre que je ne maintenais pas ma maison aux normes appropriées. La salle de bain devrait vraiment être nettoyée 2 fois par semaine,
Julia. C'est ce que j'ai toujours fait. Le fait qu'elle ne la nettoyait même pas une seule fois maintenant n'était pas mentionné. Notre première vraie dispute a éclaté lorsque j'ai découvert qu'ils avaient enlevé des photos de famille de Lily et moi pour mettre les leurs. Quand je les ai interrogés à ce sujet, ma mère a rejeté cela comme une amélioration de l'esthétique du couloir. Ces photos de vous deux étaient un peu trop décontractées pour l'entrée. Nous pensions que ces portraits de famille formels feraient une meilleure impression sur les visiteurs. J'ai dû expliquer entre les dents que je me fichais d'impressionner les visiteurs dans ma propre maison. Chaque fois que j'essayais d'avoir une conversation raisonnable sur ces questions, mes préoccupations étaient balayées comme des malentendus ou une hypersensibilité de ma part. Tu as toujours été si pointilleuse sur tes affaires, soupirait ma mère, comme si mon désir de maintenir l'autorité dans ma propre maison était un défaut de caractère. Mon père s'éloignait simplement des discussions, prétendant que j'étais trop émotive pour parler à ce moment-là. Leur présence a commencé à affecter ma vie quotidienne de mille petites manières. Ma routine matinale, autrefois paisible et organisée, est devenue chaotique, monopolisant la cuisine et la salle de bain. Mon temps de détente du soir a disparu, dominant le salon avec leurs programmes de télévision bruyants. Même mon travail a été impacté, leur présence constante dans mon bureau à domicile signifiant que les appels clients étaient souvent interrompus par ma mère posant des questions inutiles. Pendant tout ce temps, j'espérais que les choses s'amélioreraient. Je me disais qu'ils s'adaptaient simplement à leurs nouvelles circonstances. Je me rappelais à quel point il devait être difficile de perdre sa maison à 60 ans. Je trouvais des excuses à leur comportement parce que reconnaître la vérité était trop douloureux. Mes parents me voyaient encore comme une enfant dont les limites n'avaient pas d'importance, malgré le fait qu'ils vivaient dans la maison que j'avais travaillé si dur pour offrir à moi-même et à ma fille. Au fil des semaines qui se sont transformées en mois, l'anxiété est devenue ma compagne constante. J'ai commencé à redouter de rentrer du travail, mon estomac se nouant en tournant dans ma rue, me demandant quelle nouvelle limite avait été franchie en mon absence. J'ai commencé à avoir du mal à dormir, allongé, éveillé, écoutant leur télévision tard dans la nuit et me demandant comment j'avais perdu le contrôle de ma propre maison. Pourtant, je suis restée silencieuse, cette petite fille en moi, toujours désespérée de l'approbation parentale qui semblait à jamais hors de portée. Au 4e mois du séjour de mes parents, la situation s'était considérablement détériorée. Mes journées de télétravail sont devenues presque impossibles. Je serais en plein appel client important lorsque ma mère ferait irruption dans mon bureau sans frapper, tenant des échantillons de peinture pour les pièces qu'elle voulait redécorer ou posant des questions triviales qui auraient pu attendre. Quand je lui faisais remarquer que je travaillais, elle se vexait. « Eh bien, excusez-moi d'essayer d'améliorer votre maison. » Mon père était tout aussi perturbateur, mais de manière différente. Il a commencé à utiliser mon bureau à domicile quand j'étais absente, laissant ses papiers éparpillés sur mon bureau et modifiant les paramètres de mon ordinateur. Plusieurs fois, je suis rentré pour trouver des informations confidentielles sur des clients enfouis sous ses factures et ses journaux. Quand je l'ai confronté, il a balayé mes préoccupations d'un revers de main. « C'est juste la famille, Julia. Tu n'as pas besoin d'être si coincé avec tout. » Leur ingérence avec Lily est ce qui a vraiment commencé à me pousser à bout. Il contredisait mes décisions parentales constamment et ouvertement devant elle. Si je disais pas de dessert tant que Lily n'avait pas fini son dîner, ma mère lui glissait des biscuits plus tard et en faisait leur petit secret. Quand j'ai instauré un coucher à 20h, mon père l'encourageait à rester éveillé pour regarder la télé avec lui, puis faisait semblant d'être surpris quand elle était grincheuse le lendemain. J'ai réalisé à quel point les choses s'étaient aggravées lorsque l'enseignante de Lily a demandé une réunion. Elle a expliqué que Lily était devenue provocatrice en classe, disant à son enseignante « Mon grand-père dit que je n'ai pas à écouter si je n'en ai pas envie. » Mon cœur s'est serré en reconnaissant les leçons néfastes que mes parents enseignaient à ma fille. Ce soir-là, j'ai tenté une conversation sérieuse sur le respect de mes décisions parentales. La réponse de ma mère m'a sidéré. « Eh bien, quelqu'un doit s'assurer que cet enfant a un peu de joie dans sa vie. Tes règles étouffent sa créativité. » Les limites financières ont commencé à se dissoudre aussi. J'ai découvert que mon père empruntait ma voiture sans demander, la ramenant avec le réservoir vide. Plus alarmant, de petites sommes d'argent ont commencé à disparaître de mon portefeuille. Quand j'ai abordé le sujet à contre-cœur, mon père s'est indigné. J'empruntais juste 20 $ pour le magasin. Je t'aurais remboursé. Depuis quand les membres de la famille comptent-ils les centimes entre eux? Le fait qu'il n'ait pas mentionné avoir emprunté l'argent jusqu'à ce que je le confronte semblait lui échapper. Ma mère a poussé sa mission de redécoration à de nouveaux sommets,
commandant des articles chers en ligne en utilisant mon adresse, puis faisant semblant d'être surprise lorsque je n'étais pas ravi des frais inattendus. Je suis rentré à la maison pour trouver des livreurs installant de nouveaux rideaux de salon que je n'avais ni approuvé ni budgété. Quand j'ai exprimé mon inquiétude quant au coût, elle a dit « Ne sois pas si avare, Julia. Cela augmentera la valeur de ta maison. Avec ce que tu gagnes, ce n'est rien. » Leurs commentaires sur mon apparence sont devenus de plus en plus blessants. Ma mère me regardait de haut en bas le matin et disait des choses comme « Tu portes vraiment ça pour aller travailler ? Pas étonnant que tu sois encore célibataire après le divorce. » Mon père ajoutait ses opinions sur mon poids. « Tu devrais aller plus souvent à la salle de sport, Julia. Les hommes n'aiment pas les femmes qui se laissent aller. » Leurs remarques faisaient écho aux critiques avec lesquelles j'avais grandi, déclenchant de vieilles insécurités que j'avais travaillé dur à surmonter. L'invasion de ma vie sociale a été un autre point de rupture. Ils ont commencé à inviter la famille élargie à dîner sans me consulter, puis s'attendaient à ce que je cuisine et reçoive. J'arrivais à la maison épuisé du travail pour trouver ma tante et mon oncle assis dans mon salon, se demandant pourquoi le dîner n'était pas prêt. Mes parents agissaient comme si j'étais déraisonnable lorsque j'exprimais ma frustration. La famille devrait être la bienvenue à tout moment, a insisté mon père, ignorant complètement qu'en tant que propriétaire réel de la maison, j'aurais dû être celle qui lançait les invitations. Lors de ces rassemblements familiaux élargis, j'ai découvert une autre tendance troublante, mes parents avaient créé un faux récit sur notre arrangement de vie. Ma tante a laissé échapper qu'elle avait entendu dire que j'avais supplié mes parents d'emménager parce que je ne pouvais pas gérer la maison et Lily seule. Apparemment, selon l'histoire qu'ils racontaient, ils avaient accepté à contre-cœur de me sauver de mon existence de mère célibataire dépassée. J'ai été stupéfaite d'apprendre qu'ils se présentaient comme mes sauveurs plutôt que de reconnaître que je les avais accueillis pendant leur crise financière. Lily est devenue de plus en plus confuse et contrariée par l'atmosphère tendue de la maison. Elle a commencé à faire des cauchemars et s'accrochait à moi chaque fois que j'étais à la maison. Elle me chuchotait des questions qui me brisaient le cœur. « Maman, est-ce que c'est la maison de grand-mère maintenant ? Pourquoi grand-père a-t-il le droit de crier, mais moi je me fais gronder quand je crie ?» J'ai réalisé qu'au-delà de l'invasion de mon espace et de mon autonomie, le comportement toxique de mes parents affectait maintenant le sentiment de sécurité et la compréhension des limites de ma fille. En désespoir de cause, j'ai commencé à voir un thérapeute pour m'aider à gérer le stress. Le docteur Kaminski m'a aidé à reconnaître les schémas dysfonctionnels qui m'avaient suivi de l'enfance à la situation actuelle. Vos limites n'ont jamais été respectées en tant qu'enfant, a-t-elle souligné. Vous avez donc du mal à les faire respecter en tant qu'adulte. Elle m'a aidé à voir comment mes parents m'avaient entraîné à mettre leurs besoins avant les miens et comment je le faisais encore, malgré le fait que je leur fournissais un abri. J'ai commencé à comprendre que mes parents n'avaient pas changé leur comportement toutes ces années plus tard parce qu'ils n'avaient jamais été forcés de le faire. Leur crise financière avait supprimé les barrières physiques entre nous, mais la dynamique émotionnelle restait exactement la même que pendant mon enfance. Ils me voyaient toujours comme une extension d'eux-mêmes plutôt que comme une adulte indépendante méritant le respect. La révélation a été douloureuse mais nécessaire. Avec les encouragements de ma thérapeute, j'ai commencé à fixer des limites plus claires. J'ai installé un verrou sur la porte de mon bureau à domicile. J'ai créé un horaire pour l'utilisation de la cuisine et de la salle de bain. J'ai parlé directement à Lily des règles de la maison et de l'importance de la cohérence. J'ai cessé de financer les achats impulsifs de mes parents et les changements inutiles dans la maison. Chaque limite que je fixais se heurtait à de la résistance, à des culpabilisations et parfois à une hostilité pure et simple. Ma mère me demandait en larmes pourquoi j'étais devenue si froide. Mon père se retirait dans un silence de pierre pendant des jours. J'ai réalisé que nous approchions d'un point de rupture lorsque je les ai entendus discuter de moi avec Lily un après-midi, alors qu'ils pensaient que j'étais encore au travail. Ma mère lui disait, « Ta maman ne comprend tout simplement pas comment les familles sont censées travailler ensemble. Elle a toujours été trop égoïste. Le fait qu'ils essayaient de monter ma fille contre moi a fait quelque chose en moi. J'ai su alors que quelque chose devrait changer radicalement, mais je n'étais toujours pas préparé à la manière dont ce changement se produirait finalement. Après près de 7 mois de tension, j'ai décidé de faire une dernière tentative pour sauver notre situation de vie. Peut-être qu'avec une communication claire et une redéfinition des attentes, nous pourrions trouver une voie à suivre. J'ai prévu un dîner de famille spécial pour le vendredi soir, espérant qu'un geste attentionné ouvrirait la porte à une conversation honnête. J'ai passé toute la journée de jeudi à préparer le repas. J'ai quitté le travail plus tôt pour faire les courses pour les plats préférés de mes parents.
J'ai préparé la recette de bœuf stroganoff préférée de ma mère à partir de rien, j'ai cuit la tarte aux pommes préférée de mon père et j'ai même préparé un macaroni au fromage spécial pour Lily. J'ai acheté des fleurs pour la table et j'ai utilisé la belle vaisselle que ma mère avait toujours complimentée. Je voulais que tout soit parfait, un geste de bonne volonté avant la conversation difficile à venir. Le vendredi matin, je me suis assuré que Lily comprenait l'importance de la soirée. Chérie, ce soir, nous avons un dîner spécial avec grand-mère et grand-père, et je veux que nous passions tous un bon moment ensemble. Penses-tu que tu pourrais m'aider à mettre la table après l'école? Son signe de tête enthousiaste et sa suggestion de faire des marque-places pour tout le monde m'ont fait fondre le cœur. Même au milieu de la tension, elle voulait encore de joyeux souvenirs de famille. J'ai de nouveau quitté le travail plus tôt le vendredi, me sentant à la fois nerveuse et pleine d'espoir. Je me suis arrêté pour acheter une bouteille du vin préféré de mes parents comme touche finale. À la maison, j'ai envoyé Lily jouer pendant que je transformais notre salle à manger. J'ai utilisé la nappe que ma mère m'avait donnée il y a des années, j'ai disposé les fleurs fraîches et j'ai allumé des bougies. Je voulais que le décor signale que c'était une occasion significative, digne d'une conversation respectueuse. Mes parents ont semblé satisfaits en voyant mes efforts. Ma mère m'a même serré dans ses bras en disant « C'est charmant, Julia. Je ne pensais pas que tu te souvenais comment mettre une table correctement. » J'ai laissé passer le compliment à double tranchant, me concentrant sur la connexion positive. Mon père a examiné la bouteille de vin et a hoché la tête avec approbation. Bon millésime. Tu as dû y mettre le prix. Encore une fois, j'ai choisi de voir son commentaire comme une appréciation plutôt qu'une critique de mes dépenses. Lily sautillait d'excitation alors que nous nous asseyions pour dîner, montrant fièrement les marque-places qu'elle avait décorées. Regarde, grand-mère, le tien a des fleurs parce que tu aimes le jardinage, et celui de grand-père a une télé parce qu'il aime regarder le sport. L'observation innocente nous a tous fait rire un instant, apaisant la tension. Le repas a commencé agréablement. Nous avons passé les plats, à la bonne franquette, nous avons complimenté la nourriture et nous avons eu une conversation légère. Ma mère a parlé d'un livre qu'elle lisait. Mon père a discuté d'un documentaire qu'il avait regardé. Lily a parlé de son projet scolaire. J'ai commencé à me détendre légèrement, pensant que peut-être cette soirée serait le tournant que j'avais espéré. Alors que nous terminions le plat principal, j'ai doucement orienté la conversation vers le sujet que je devais aborder. J'ai rempli leur verre de vin et j'ai pris une profonde inspiration. Maman, papa, je voulais vous parler de vos projets pour l'avenir. Ça fait environ 7 mois que vous avez emménagé, et je me demandais si vous aviez eu l'occasion de regarder des appartements récemment. L'atmosphère a changé instantanément. L'expression de mon père s'est durcie et ma mère s'est soudainement intéressée de très près à la réorganisation de sa serviette. Il y a eu un lourd silence avant que mon père ne réponde. Le marché est toujours terrible, Julia. Rien d'abordable n'est apparu. J'ai persisté doucement. Je comprends que c'est difficile, mais peut-être devrions-nous élargir la zone de recherche ou envisager différents types de logements. Je pourrais vous aider à chercher ce week-end. Ma mère est intervenue. Nous n'allons pas vivre dans un quartier dangereux à notre âge, Julia. Je ne pense pas que tu sois réaliste sur ce que nous pouvons nous permettre avec nos revenus fixes. J'ai hoché la tête avec sympathie, mais j'ai continué. Je sais que c'est dur, mais nous avions initialement convenu que c'était un arrangement temporaire. Peut-être pourrions-nous fixer un calendrier et travailler à rebours à partir de là. Je pourrais même aider avec le dépôt de garantie pour le bon endroit. Mon père a posé sa fourchette avec plus de force que nécessaire. Alors, tu nous mets dehors maintenant? C'est ça, le but de ce dîner chic? Nous flatter avant de nous montrer la porte? Non, papa. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je pense juste que nous devrions avoir un plan. La situation actuelle a été difficile pour tout le monde. J'ai regardé de manière significative Lily, qui commençait à sentir la tension et avait cessé de manger. Ma mère a remarqué mon regard vers Lily. Peut-être que cette conversation devrait avoir lieu après le dîner, a-t-elle suggéré, la voix tendue. J'ai accepté, ne voulant pas contrarier davantage Lily. Tu sais quoi? Tu as raison. Profitons du dessert et parlons plus tard. J'ai servi la tarte aux pommes, essayant désespérément de retrouver l'atmosphère agréable d'avant, mais mon père n'était pas prêt à laisser tomber. Non, parlons-en maintenant. Puisque tu es si pressé de te débarrasser de nous, tu ferais aussi bien de dire ce que tu penses pendant que nous sommes tous là. Papa, s'il te plaît,
dis-je doucement en faisant un signe de tête vers Lily. Il ne s'agit pas de se débarrasser de qui que ce soit. Il s'agit de trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. Son visage est devenu rouge. Une solution. La solution, c'est la famille. Prendre soin de la famille. Mais tu as toujours été égoïste, Julia. Même enfant, tu pensais toujours à toi d'abord. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais je me suis forcé à rester calme. Lily regardait tout. Papa, je suis heureuse de continuer cette conversation, mais je pense que Lily devrait d'abord être excusée. Ma suggestion a semblé le pousser au-delà d'une limite invisible. Il a frappé la table de sa main, faisant sursauter tout le monde. Non, elle devrait entendre ça. Elle devrait savoir quel genre de mère elle a. Une mère égoïste qui mettrait ses propres parents à la rue. Lily a commencé à pleurer, son petit corps tremblant. J'ai immédiatement bougé pour la réconforter, mais ma mère, étonnamment, est intervenue. Lily, ma chérie, pourquoi n'irais-tu pas jouer dans ta chambre un moment pendant que les adultes parlent? Sa voix était douce comme du miel, mais ses yeux étaient froids quand ils ont rencontré les miens. J'ai regardé, impuissante, Lily courir hors de la table, ses sanglots audibles même après qu'elle ait atteint sa chambre. Dès qu'elle est partie, je me suis retourné vers mes parents. C'est exactement de ça que je parle. Ce genre de tension n'est bon pour aucun de nous, surtout pour Lily. Tout ce que je demande, c'est une conversation sur un calendrier et un peu de respect pour les limites pendant que vous êtes ici. Mon père s'est levé si brusquement que sa chaise a failli basculer. Le respect? Tu veux parler de respect? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri, vêtu, et c'est comme ça que tu nous remercies. Je suis restée assise, luttant pour rester calme. Papa, j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi en grandissant, mais je suis une adulte maintenant avec mon propre enfant et ma propre maison. Tout ce que je demande, c'est un peu de respect mutuel. Ce qui s'est passé ensuite est gravé dans ma mémoire. Mon père s'est penché sur la table, son visage à quelques centimètres du mien, et a crié à un volume qui m'a fait tressaillir. Toi et ton enfant n'êtes que des profiteurs. Je l'ai regardé un instant, incapable de traiter ce qu'il venait de dire. Profiteur? Dans ma propre maison que j'avais achetée avec mon propre argent, où je payais toutes les factures, achetais chaque article d'épicerie et leur fournissais un abri gratuit depuis plus de 6 mois. Ma mère, plutôt que de calmer la situation, a souri narquoisement et a ajouté, tu te crois si réussi avec ton travail dans l'immobilier et ta maison, mais tu as toujours eu besoin de notre aide. Qui a gardé Lily quand tu travaillais tard le mois dernier? Qui a réparé le broyeur à ordures la semaine dernière? De rien, au fait. La nature complètement délirante de leur perspective m'a stupéfié. Ils avaient complètement réécrit la réalité pour se positionner comme les pourvoyeurs et moi comme la dépendante. D'une manière ou d'une autre, dans leur esprit, ils me rendaient service en vivant dans ma maison sans loyer, en mangeant la nourriture que je payais, en utilisant les services que je couvrais, tout en me critiquant et en me sapant à chaque instant. J'ai regardé le visage rouge de colère de mon père, puis l'expression suffisante de ma mère, et j'ai soudainement vu avec une clarté parfaite le schéma qui avait défini notre relation toute ma vie. Ils ne me verraient jamais comme une égale. Ils ne respecteraient jamais mes limites. Ils ne reconnaîtraient jamais mes réussites ou mes capacités. Dans leur récit, je serais toujours l'enfant qui avait besoin de leurs conseils et de leur supervision, même dans ma propre maison. Dans ce moment de clarté, un calme étrange s'est installé en moi. Je me suis levé lentement, me redressant de toute ma hauteur, et j'ai regardé mon père droit dans les yeux. Vous avez 24 heures pour partir, ai-je dit, ma voix stable et calme. Excuse-moi, a-t-il balbutié, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. Tu m'as entendu. 24 heures. C'est ma maison. Je paie l'hypothèque. Je paie les factures. Vous êtes des invités qui ont dépassé leur séjour et qui m'ont manqué de respect, ainsi qu'à ma fille, à plusieurs reprises. Vous avez jusqu'à demain à 7 heures pour trouver d'autres arrangements. Ma mère a ri nerveusement. Ne sois pas ridicule, Julia. Tu réagis de manière excessive, comme d'habitude. Je me suis tourné vers elle, maintenant mon calme. Je ne réagis pas de manière excessive. Je fixe simplement une limite qui aurait dû être fixée il y a des mois. 24 heures. Je vous suggère de commencer à faire vos valises. Mon père a changé de tactique, sa voix devenant soudainement suppliante. Ma chérie, tu sais que je ne pensais pas ce que j'ai dit.
J'étais juste contrarié. On peut en parler rationnellement. Nous avons dépassé le stade de la discussion, ai-je répondu, me dirigeant déjà vers les escaliers pour voir comment allait Lily. Si vous n'êtes pas parti d'ici demain à 7 heures, j'appellerai la police et je vous signalerai comme des intrus. C'est à vous de choisir comment vous voulez que cela se termine. Alors que je montais les escaliers pour réconforter ma fille, j'ai entendu ma mère crier, « Tu n'oserais pas. Nous sommes tes parents. » Je me suis arrêté sur l'escalier, je me suis retourné et j'ai dit les mots qui allaient enfin briser le cycle dysfonctionnel. Plus maintenant. Pas après ce soir. Les 24 heures qui ont suivi ont été parmi les plus tendues de ma vie. Après avoir réconforté Lily et lui avoir expliqué en termes adaptés à son âge que grand-mère et grand-père allaient déménager parce que les adultes ont parfois besoin de leur propre espace, je suis redescendu pour trouver mes parents en plein mode de gestion de crise. Julia, tu ne peux pas être sérieuse à ce sujet, a plaidé ma mère, sa suffisance antérieure remplacée par de l'anxiété. Où sommes-nous censés aller sans préavis? Au même endroit où vous seriez allé si je n'avais jamais offert de vous aider, ai-je répondu calmement. Un hôtel, la maison d'un ami, un appartement. Vous avez eu 7 mois pour trouver une solution en vivant ici sans loyer. Mon père a essayé une approche différente, passant des supplications aux menaces. Tu sais, nous pourrions te rendre les choses très difficiles. Légalement, tu nous as établis comme résidents ici. Tu ne peux pas simplement nous mettre dehors sans une procédure d'expulsion formelle. Sa déclaration m'a prise au dépourvu un instant, car je n'avais pas envisagé les implications légales, mais j'ai refusé de montrer de la faiblesse. Si c'est la voie que vous voulez prendre, soit. Mais je pense que vous trouverez ce chemin beaucoup plus inconfortable pour tout le monde, surtout pour Lily. Voulez-vous vraiment qu'elle voie des shérifs expulser ses grands-parents? Cette confrontation s'est poursuivie tard dans la nuit. Mes parents ont alterné diverses tactiques, culpabilisation sur la loyauté familiale, rappel de choses qu'ils avaient faites pour moi des décennies auparavant, menace de dire aux membres de la famille que j'étais sans cœur, promesse de changer si on leur donnait une autre chance. Je suis resté ferme, répétant mon délai de 24 heures tout en recherchant discrètement le droit des locataires sur mon téléphone quand ils ne regardaient pas. Ce que j'ai découvert n'était pas encourageant. Mon père avait techniquement raison, dans de nombreux États, quiconque vit dans une maison pendant une période prolongée établit certains droits de résidence, même sans bail formel. Une expulsion légale pourrait potentiellement prendre des semaines, voire des mois. Pourtant, j'ai refusé de reculer. Si nécessaire, je ferai appel à un avocat, mais j'espérais que cela n'en arriverait pas là. Le matin, l'approche de mes parents avait de nouveau changé. Ils agissaient comme si rien ne s'était passé, préparant le petit déjeuner comme d'habitude et parlant de leurs projets pour la journée. Ma mère m'a demandé si je pouvais aller chercher sa prescription plus tard. Mon père a mentionné avoir besoin d'utiliser mon imprimante pour certains documents. Leur comportement était surréaliste, comme s'ils testaient si j'allais simplement laisser tomber toute l'affaire s'ils faisaient semblant que cela ne s'était jamais produit. J'ai pris Lily et l'ai emmenée chez une amie pour la journée, ne voulant pas qu'elle soit témoin de ce qui pourrait se dérouler à l'approche de l'échéance. Avant de partir, j'ai rappelé calmement à mes parents, la date limite est 18 heures aujourd'hui. S'il vous plaît, ayez vos affaires essentielles emballées d'ici là. Mon père a ricané. Nous n'allons nulle part. C'est juste un autre de tes épisodes dramatiques. Tu vas te calmer et réaliser à quel point tu es ridicule. Tout au long de la journée au travail, j'ai reçu un barrage d'appels et de textos. D'abord de mes parents, puis d'autres membres de la famille qu'ils avaient enrôlés pour me faire pression. Ma tante a appelé pour me dire que je brisais le cœur de ma mère. Ma cousine a envoyé un texto disant que j'avais toujours été égoïste, mais que c'était un nouveau sommet. Un oncle que je connaissais à peine a laissé un message vocal me demandant comment je pouvais jeter des personnes âgées à la rue. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé mon amie Sarah, qui m'avait toujours soutenu à travers mes difficultés familiales. Julia, tu fais absolument ce qu'il faut, m'a-t-elle assuré. Ils sont toxiques et tu leur as donné plus de chance que la plupart des gens ne l'auraient fait. Elle m'a proposé de venir ce soir-là pour un soutien moral, une offre que j'ai acceptée avec gratitude. J'ai également contacté un ami avocat, Brian, spécialisé en droit du logement. Il a confirmé ce que mes recherches avaient suggéré, expulser légalement mes parents pourrait être compliqué. Cependant, il a suggéré une approche alternative. S'ils acceptent de partir volontairement, tu pourrais offrir une aide financière pour un logement temporaire. Précise bien que c'est une offre unique, conditionnée à leur départ pacifique aujourd'hui.
Armé de cette stratégie et sachant que Sarah serait là en renfort, je me sentais plus confiante en rentrant chez moi. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai trouvé. Je suis arrivé à 17h30, une demi-heure avant la date limite. La porte d'entrée était déverrouillée, ce qui a immédiatement déclenché des signaux d'alarme. À l'intérieur, j'ai découvert le chaos. Les tiroirs avaient été sortis et vidés sur le sol. Les portes des placards étaient ouvertes. Les photos avaient été enlevées des murs, laissant des crochets nus. En parcourant la maison, choqué et incrédule, j'ai découvert d'autres destructions. Dans la cuisine, la nourriture avait été sortie du réfrigérateur et laissée sur les comptoirs. Dans ma chambre, mon placard avait été saccagé, les vêtements éparpillés partout. Le plus troublant de tout, mon bureau à domicile semblait avoir été délibérément fouillé, les dossiers vidés et mon ordinateur clairement manipulé. Mes parents étaient introuvables. Leur chambre ne contenait que des matelas nus et des tiroirs vides. Leur salle de bain avait été vidée de tous les articles personnels. Ils étaient partis sans dire au revoir, mais non sans avoir semé le chaos dans ma maison. Alors que je me tenais au milieu de la destruction, mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. Puisque tu étais si pressé de te débarrasser de nous, nous avons pensé te faciliter la tâche en partant plus tôt. Nous n'avons pris que ce qui nous revenait de droit. Ne cherche pas à nous contacter à nouveau. Je me suis effondré sur le canapé, submergé par la nature vindicative de leur départ. Ce n'est qu'à l'arrivée de Sarah que j'ai commencé à évaluer toute l'étendue des dégâts. Ensemble, nous avons parcouru les pièces, cataloguant ce qui avait été pris, l'argenterie de ma grand-mère, que ma mère m'avait donnée il y a des années, plusieurs bijoux de valeur, des appareils électroniques, y compris une tablette et des écouteurs sans fil, et le plus choquant de tout, l'argent liquide d'urgence que je gardais dans un tiroir verrouillé de mon bureau. La serrure avait été forcée et $2000 avaient disparu. Sarah m'a exhorté à appeler la police, mais j'ai hésité. Ce sont mes parents, ai-je dit, la réalité de la situation étant toujours difficile à assimiler. Est-ce que je veux vraiment porter plainte pour vol contre eux? Julia, écoute-moi, a dit Sarah fermement. Ils ont franchi une ligne. Il ne s'agit pas seulement de reprendre des cadeaux qu'ils t'ont faits. Ils ont forcé des espaces verrouillés et ont pris de l'argent et des appareils électroniques qui n'ont jamais été à eux. C'est du cambriolage, famille ou pas, réalisant qu'elle avait raison, j'ai appelé la ligne non urgente de la police et j'ai signalé le vol. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont pris des photos et des dépositions, traitant la situation avec une compréhension surprenante. L'agente en charge, une femme de mon âge, m'a dit doucement, j'ai déjà vu ça dans des situations familiales. C'est difficile, mais vous faites ce qu'il faut en le documentant. Cela crée une trace écrite si les choses s'enveniment. Après le départ de la police, Sarah m'a aidé à sécuriser la maison, changeant les serrures et vérifiant toutes les fenêtres. Nous avons commencé à nettoyer le désordre, Sarah insistant pour rester la nuit. Je ne te laisserai pas seule après ça, a-t-elle déclaré. S'ils sont assez vindicatifs pour te voler, qui sait ce qu'ils pourraient faire d'autre. Cette nuit-là, après avoir finalement remis en ordre les principales pièces à vivre, je me suis assise sur mon porche avec Sarah, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Je me sens soulagé qu'il soit parti, ai-je admis, mais aussi dévasté que ça se soit terminé de cette façon. Sarah a hoché la tête. C'est normal de ressentir les deux. Ce sont tes parents. Tu voulais une relation aimante avec eux, mais ils n'étaient pas capables de te la donner. Le lendemain matin a apporté de nouveaux défis. J'ai découvert que mes parents avaient contacté les parents de David, mes anciens beaux-parents, avec une version déformée des événements. La mère de David a appelé, inquiète pour le bien-être de Lily, me demandant s'il était vrai que je faisais une sorte de dépression nerveuse. Il m'a fallu près d'une heure pour expliquer la situation réelle et la rassurer sur le fait que Lily était en sécurité et bien soignée. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un email de mon père qui contenait des menaces à peine voilées de ruiner ma réputation au travail et dans la communauté. Il prétendait avoir des preuves documentées de fautes professionnelles qu'il avait trouvées dans les dossiers de mon bureau à domicile. L'accusation était complètement fabriquée, mais elle m'a quand même glacé le sang. Irait-il vraiment aussi loin dans leurs représailles? J'ai transféré l'email à Brian, qui m'a conseillé d'envoyer une seule réponse claire. Toute fausse accusation affectant ma réputation professionnelle sera traitée comme de la diffamation et traitée légalement. Toute communication ultérieure doit passer par mon avocat. Il m'a aidé à rédiger le message, que j'ai envoyé avec des mains tremblantes mais une conviction absolue. 2 jours après leur départ, la sœur de ma mère est arrivée à l'improviste.
Tante Patricia avait toujours été plus proche de moi que de ma mère, reconnaissant les schémas dysfonctionnels de notre famille. J'étais en train de remplacer certains objets endommagés lorsqu'elle a frappé à la porte. « Je sais ce qui s'est passé », a-t-elle dit sans préambule. « Ils sont venus chez moi après être partis d'ici, demandant à rester quelques jours. Ils m'ont dit que tu avais eu un épisode mental et que tu les avais mis dehors sans raison. Mais je savais que ça ne te ressemblait pas, alors j'ai fini par leur tirer les vers du nez. » Elle est entrée, inspectant les preuves persistantes de leur départ destructeur. Nancy a admis qu'ils avaient pris des choses. Elle a prétendu que c'était des héritages de famille qui leur appartenaient, mais je sais que ce n'est pas vrai pour tout ce qu'ils ont pris. J'ai senti une boule dans ma gorge à l'idée qu'au moins un membre de la famille croyait ma version de l'histoire. Ça me touche beaucoup que tu sois venu, lui ai-je dit honnêtement. Tante Patricia est restée 1 heure, m'aidant à inventorier ce qui manquait et promettant d'essayer de récupérer tous les objets de famille qu'elle pourrait. Avant de partir, elle m'a serré fort dans ses bras. Tu as fait ce qu'il fallait, Julia. Ils doivent faire face aux conséquences pour une fois dans leur vie. Et s'ils essaient de monter la famille contre toi, ils n'y arriveront pas avec tout le monde. Certains d'entre nous les voient clairement pour ce qu'ils sont. Son soutien a été un rayon de soleil dans une période autrement sombre. Dans les jours qui ont suivi, je me suis concentré sur le rétablissement de la normalité pour Lily, qui est revenue confuse de la disparition soudaine de ses grands-parents, mais a semblé sentir mon soulagement. Les enfants sont remarquablement perspicaces. Et j'ai réalisé qu'elle avait été consciente de la tension depuis le début lorsqu'elle a demandé « Es-tu plus heureuse maintenant que grand-mère et grand-père sont partis, maman ?» La question m'a brisé le cœur et l'a guéri simultanément. « Oui, ma chérie, je suis un peu plus heureuse, ai-je admis. Parfois, même les gens qui s'aiment ont besoin d'espace. » Sa réponse simple me reste encore en mémoire. « J'aime mieux notre maison avec juste nous. C'est plus paisible. » De la bouche des enfants sort la sagesse que les adultes ont souvent du mal à atteindre pendant des années. Les semaines qui ont suivi le départ spectaculaire de mes parents ont été un mélange de soulagement et de deuil. Il y avait une légèreté immédiate dans la maison, comme si un lourd nuage s'était levé. Je pouvais me déplacer librement dans mon propre espace sans me préparer à la critique. Lily a recommencé à dormir toute la nuit, n'étant plus réveillée par des conversations tendues d'adultes ou par sa propre anxiété. Des routines simples comme le petit déjeuner et les histoires du soir sont devenues paisibles plutôt que des champs de bataille potentiels. Pourtant, à côté de ce soulagement, sont venues des vagues de deuil complexes. Malgré tout, c'étaient mes parents, les seuls que j'aurais jamais. Je pleurais non seulement la relation brisée actuelle, mais aussi celle, saine, que je n'avais jamais eue et que je n'aurais probablement jamais. Certaines nuits, après que Lily se soit endormie, je me surprenais à pleurer sur des photos de famille, pleurant la relation aimante avec des grands-parents qu'elle méritait mais ne connaîtrait pas. Le docteur Kaminski m'a aidé à naviguer ces émotions contradictoires lors de nos séances désormais bi-hebdomadaires. Le deuil et le soulagement coexistent souvent dans des situations comme la vôtre, a-t-elle expliqué. Vous faites le deuil d'une relation idéalisée qui n'a jamais réellement existé. Il est important de reconnaître à la fois le soulagement d'être libéré de leur présence toxique et la tristesse de perdre les parents que vous méritiez. Les conséquences pratiques de leur départ ont nécessité une attention immédiate. Les objets manquants devaient être remplacés, en particulier l'argent liquide d'urgence que j'avais économisé pour les dépenses imprévues. Les serrures avaient déjà été changées, mais j'ai aussi installé un système de sécurité avec des caméras. La dépense était importante, mais la tranquillité d'esprit valait chaque centime. Ma maison elle-même avait besoin de guérir. Au-delà du désordre physique qu'ils avaient laissé, il y avait un résidu émotionnel qui s'accrochait aux espaces qu'ils avaient dominés. Je me suis retrouvé à me réapproprier ces zones une par une. J'ai ramené mon fauteuil de lecture du sous-sol à sa place légitime près de la fenêtre du salon. J'ai raccroché les photos de famille de Lily et moi qui avaient été enlevées. J'ai réorganisé mes armoires de cuisine selon mon organisation préférée. Des changements plus importants ont suivi. J'ai repeint la chambre d'amis, effaçant l'espace qui avait été le leur et le transformant en un bureau à domicile où je pouvais travailler sans souvenir d'interruption. La deuxième chambre d'amis est devenue une salle de jeu pour Lily, remplie de matériel d'art et de livres. Chaque changement renforçait que c'était notre maison, conçue pour notre bonheur et notre bien-être. Expliquer la situation à Lily a continué d'être difficile. Elle posait parfois des questions sur ses grands-parents, surtout à l'occasion d'événements spéciaux. Pourquoi grand-mère et grand-père ne viennent-ils pas pour mon anniversaire? Est-ce qu'ils m'enverront des cadeaux de Noël?
Chaque question nécessitait une honnêteté prudente et adaptée à son âge. Parfois, les adultes ont des désaccords difficiles à régler, ai-je expliqué lors d'une de ces conversations. Grand-mère, grand-père et moi avons des idées très différentes sur la façon de se traiter, et en ce moment, nous avons besoin d'un peu de temps chacun de notre côté. Ce n'est pas à cause de quelque chose que tu as fait, et c'est normal de leur manquer. Ces conversations me brisaient le cœur, mais j'étais déterminé à ne pas lui mentir ni à faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Je voulais qu'elle comprenne que si les relations familiales sont importantes, elles ne devraient jamais se faire au détriment de son respect de soi ou de son bien-être. Les retombées familiales ont été douloureuses, mais pas inattendues. Les gens ont choisi leur camp, souvent en fonction de leurs propres expériences avec mes parents. Certains parents ont cessé de me parler complètement, convaincus par le récit de mes parents selon lequel je les avais cruellement abandonnés dans leurs moments de besoin. D'autres, comme tante Patricia, ont vu clair dans la manipulation et sont restés solidaires. Ma cousine Jessica, qui avait toujours été plus comme une sœur, a appelé après avoir appris la nouvelle. Tes parents ont essayé de rester avec nous après avoir quitté ta maison, a-t-elle révélé. Ils ont duré 3 jours avant que maman ne les mette dehors. Ils ont traité notre maison comme un hôtel et ont critiqué tout, de la cuisine de maman aux habitudes télévisuelles de papa. Je n'arrive pas à croire que tu aies duré 7 mois avec eux. Sa validation signifiait tout. Chaque personne qui voyait clair dans la façade de mes parents m'aidait à faire davantage confiance à mes propres perceptions. Le soutien le plus inattendu est venu de mon ancienne belle-mère, Elisabeth. Après notre conversation initiale, clarifiant les fausses affirmations de mes parents sur mon état mental, elle a rappelé une semaine plus tard. Ton père a contacté David pour lui demander de l'argent, m'a-t-elle dit. Il a prétendu que tu avais volé leur fonds de retraite et qu'ils avaient besoin d'aide. David m'a appelé avant de répondre et nous avons tous les deux convenu que cela semblait suspect. J'étais horrifié mais pas surprise. Que mon ex-mari et sa famille deviennent les cibles de la manipulation de mes parents avait du sens compte tenu de leur schéma de comportement. David et moi leur avons déjà dit que nous ne leur donnerions rien, a poursuivi Elisabeth. Et plus important encore, nous avons convenu qu'ils n'auront pas de visite non supervisée avec Lily s'ils reviennent un jour. Les mots de David, pas les miens. Il a dit qu'il ne laisserait pas sa fille être exposée à leur comportement toxique. Le fait que mon ex-mari et moi soyons unis pour protéger Lily de mes parents m'a apporté un réconfort inattendu. La coparentalité avait parfois été difficile dans les années qui ont suivi notre divorce, mais sur ce point, nous étions complètement alignés. Au fil des semaines qui se sont transformées en mois, les aspects pratiques de la vie se sont stabilisés, mais le travail émotionnel s'est poursuivi. Le docteur Kaminski m'a aidé à reconnaître comment ma relation avec mes parents avait façonné mes autres relations. Vous avez appris très tôt à prioriser les besoins des autres par rapport aux vôtres, a-t-elle observé. Ce schéma a probablement affecté vos amitiés, votre mariage, même votre parentalité. Le briser nécessite un effort conscient. J'ai commencé à examiner mes tendances à vouloir plaire aux autres, ma difficulté à dire non, ma peur de la confrontation. J'ai reconnu comment ces traits avaient permis à mes parents de prendre le contrôle de ma maison. J'ai commencé à pratiquer la fixation de limites dans tous les domaines de ma vie, en commençant par de petites choses, refuser des projets de travail supplémentaires lorsque mon assiette était pleine, demander à des amis de respecter mes contraintes de temps, être clair avec Lily sur les attentes de la maison. Chaque limite fixée avec succès a renforcé ma confiance. Je réécrivais des scénarios internes qui avaient été établis dans l'enfance, remplaçant « ne pas contrarier les autres à tout prix » par « mes besoins et mes sentiments comptent aussi ». La partie la plus difficile de la reconstruction a été de gérer la perte des traditions familiales. À l'approche de Thanksgiving, la première fête sans la famille élargie, Lily est devenue de plus en plus triste. Nous avons toujours un grand Thanksgiving, a-t-elle souligné. Qui viendra cette année? Plutôt que d'essayer de reproduire les fêtes passées, j'ai décidé de créer des traditions entièrement nouvelles. Nous avons fait du bénévolat lors d'un événement communautaire de Thanksgiving le matin, servant des repas aux plus démunis. L'après-midi, nous avons organisé un « Friendsgiving » avec Sarah et quelques autres amis proches et leurs enfants. La journée ne ressemblait en rien au Thanksgiving précédent, mais elle était remplie de rire et de chaleur authentique plutôt que de la formalité tendue qui avait caractérisé les fêtes de famille. Noël a apporté des défis similaires. Au lieu de notre grand rassemblement familial habituel avec son courant sous-jacent de critiques et de comparaisons, Lily et moi avons fait un court voyage dans un chalet de montagne. Nous avons construit des bonshommes de neige, bu du chocolat chaud au coin du feu et échangé des cadeaux en pyjama. Pas de vêtements chics,
pas d'ouverture de cadeaux performative, pas de stress à l'idée de dire ou de faire la mauvaise chose. Lily a déclaré que c'était le meilleur Noël de tous les temps, et j'ai silencieusement acquiescé. À l'approche du 6e mois depuis leur départ, j'ai reçu un email inattendu de mon père. L'objet était simplement « excuses », mais le contenu était tout sauf des excuses. C'était une liste de manières dont je les aurais soi-disant lésées, se terminant par une offre de réconciliation si j'admettais mes erreurs et les accueillais de nouveau dans ma maison. Il n'y avait aucune reconnaissance de leur comportement, du vol ou des dommages émotionnels qu'ils avaient causés. J'ai montré l'email au docteur Kaminski, qui a hoché la tête avec connaissance de cause. C'est un schéma courant chez les parents narcissiques. Ce n'est pas une excuse sincère, mais une tentative de rétablir le contrôle. Comment cela vous fait-il sentir? J'ai réfléchi attentivement à sa question. 1 an plus tôt, un tel email m'aurait plongé dans une spirale de culpabilité et de doute. Maintenant, je ressentais quelque chose de différent. Triste, mais clair, ai-je répondu. Il ne me voit toujours pas comme une adulte indépendante avec des sentiments et des limites valables. Rien n'a changé. Avec son soutien, j'ai rédigé une réponse brève et ferme. Merci de m'avoir contacté. Je ne suis pas disposé à reprendre contact sans une reconnaissance des violations de limites et du vol qui ont eu lieu. Si vous êtes intéressé à reconstruire notre relation sur des bases plus saines à l'avenir, j'exigerai une thérapie familiale comme point de départ. J'ai ensuite bloqué leurs adresses e-mail, sachant que toute réponse serait probablement manipulatrice ou blessante. À l'approche du premier anniversaire de la confrontation, j'ai réalisé à quel point ma vie avait radicalement changé. Ma maison était vraiment redevenue la mienne, un havre de paix pour Lily et moi. Ma carrière s'était épanouie sans les interruptions constantes et l'épuisement émotionnel. J'avais développé des amitiés plus profondes et plus authentiques en étant honnête sur mes besoins et mes limites. Plus important encore, je montrais à Lily à quoi ressemblaient des limites saines et le respect de soi. Elle apprenait que l'amour ne nécessite pas de sacrifier son bien-être, que les relations familiales devraient être nourrissantes plutôt qu'épuisantes. C'étaient des leçons que j'avais dû apprendre à la dure en tant qu'adulte. Elle grandirait en les connaissant instinctivement. La route n'avait pas été facile. Il y avait encore des nuits où je remettais en question mes décisions, des moments où l'idée d'avoir des parents dans ma vie me manquait. Mais ensuite, je me souvenais du visage de mon père alors qu'il criait que nous étions des profiteurs dans ma propre maison, du sourire narquois de ma mère, et je savais que j'avais fait le seul choix possible pour notre bien-être. Un soir, alors que Lily et moi arrosions le petit potager que nous avions planté là où le barbecue surdimensionné de mon père avait autrefois dominé le patio, elle m'a regardé pensivement. « Penses-tu que grand-mère et grand-père reviendront un jour » a-t-elle demandé. Je me suis agenouillé à côté d'elle, choisissant mes mots avec soin. « Je ne sais pas, ma chérie. Parfois, les relations ne peuvent pas être réparées, même si on le souhaite. Mais ce que je sais, c'est que tu seras toujours entouré de gens qui t'aiment et te respectent vraiment. » Elle a hoché la tête, semblant accepter cette réponse, puis s'est retournée pour arroser soigneusement ses plants de tomates. À ce moment-là, en regardant ma fille nourrir des êtres vivants avec des mains douces, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Nous ne nous occupions pas seulement de plantes, mais de nous-mêmes, devenant plus fortes chaque jour. Cela fait exactement 1 an que je me suis tenu dans ma salle à manger et que j'ai dit à mes parents qu'ils avaient 24 heures pour quitter ma maison. 365 jours de reconstruction, de réflexion et de guérison progressive. En y repensant maintenant, je peux voir ce moment pour ce qu'il était vraiment, non seulement la fin d'un arrangement de vie malsain, mais le début d'une vie plus authentique pour Lily et moi. Le voyage n'a pas été linéaire. Certains jours ont apporté clarté et force, d'autres doute et tristesse, mais dans l'ensemble, la trajectoire a été vers une plus grande paix et une meilleure estime de soi. Le docteur Kaminski dit que c'est typique de la guérison après un abus émotionnel à long terme. Le chemin de la guérison zigzague plutôt que d'avancer en ligne droite. Mes parents vivent actuellement avec la sœur de mon père en Arizona. Tante Patricia me tient au courant de temps en temps, bien que je n'ai pas eu de contact direct avec eux depuis ce dernier échange de mails il y a 6 mois. Apparemment, ils ont duré moins de 2 mois avec chaque parent chez qui ils ont séjourné après avoir quitté ma maison. Le schéma est toujours le même, la gratitude initiale cède la place à l'arrogance, suivie de critiques et de conflits, se terminant par un autre déménagement forcé. Savoir que ce schéma continue confirme ce que ma thérapeute m'a aidé à comprendre, leur comportement ne me concernait pas. Ce n'était pas de ma faute. Et je n'aurais pas pu le réparer avec de meilleures limites ou plus de patience.
Certaines personnes sont tout simplement incapables de respecter l'autonomie des autres ou de reconnaître leur propre comportement toxique. Mes parents en font partie. Cette compréhension a été libératrice. Pendant des années, j'ai cru que si j'essayais plus fort, si je communiquais plus clairement ou si je donnais plus généreusement, je pourrais gagner l'approbation et le respect de mes parents. Maintenant, je sais que cela n'a jamais été possible. Le problème n'était pas dans mes efforts, mais dans leur incapacité fondamentale à me voir comme une personne distincte avec des besoins et des limites valables. Lily s'est épanouie dans la maison paisible que nous avons reconquise. Ses professeurs rapportent qu'elle s'épanouit sur les plans scolaires et social. Les problèmes de comportement qui sont apparus pendant le séjour de mes parents ont complètement disparu. Ces cauchemars ont cessé, remplacés par des rêves créatifs qu'elle raconte avec enthousiasme au petit déjeuner. La semaine dernière, elle a été élue déléguée de classe au conseil de l'école, un poste qui exige confiance et respect des pairs. La voir grandir en elle-même sans l'ombre de la critique et de la tension est peut-être la plus grande récompense de cette année difficile. Ma relation avec David s'est également améliorée. Sans que mes parents ne sapent nos arrangements de coparentalité ou ne lui fournissent des informations déformées, nous avons trouvé un rythme de coopération confortable. Nous avons récemment assisté ensemble à la pièce de théâtre de l'école de Lily, assis côte à côte sans gêne, unis dans notre fierté pour notre fille. Après, il a mentionné à quel point Lily semble heureuse et bien dans sa peau ces derniers temps. Elle dit que ta maison est si paisible maintenant, m'a-t-il dit. Tu as pris la bonne décision l'année dernière, Julia. Venant de mon ex-mari, cette validation avait un poids particulier. Il avait vu de ses propres yeux à quel point j'avais désespérément cherché l'approbation de mes parents, souvent au détriment de mon propre bien-être. Sa reconnaissance de ma croissance signifiait qu'il reconnaissait la personne plus forte que j'étais devenue. Les changements les plus importants, cependant, ont été internes. J'ai développé ce que le docteur Kaminski appelle un « gardien intérieur », une partie de moi-même qui veille sur mes limites et reconnaît quand elles sont menacées. Ce gardien pose des questions que je n'avais jamais pensé à poser auparavant. Cette relation m'énergise-t-elle ou m'épuise-t-elle? Est-ce que je dis oui parce que je le veux ou parce que j'ai peur de la désapprobation? Serais-je à l'aise si Lily était traitée de la même manière que je suis traité en ce moment? Ces questions m'ont amené à élaguer certaines relations tout en approfondissant d'autres. Je me suis éloigné d'amis qui prenaient constamment plus qu'ils ne donnaient. Je me suis rapproché de ceux qui démontrent un soin réciproque et un respect des limites. Mon cercle est plus petit maintenant, mais infiniment plus solidaire. J'ai aussi renoué avec des membres de la famille élargie que j'avais perdus de vue il y a des années. Des gens que mes parents m'avaient subtilement éloignés tout au long de mon enfance. Le frère cadet de ma mère, oncle Robert, est venu me rendre visite le mois dernier. Nous ne nous étions pas vus depuis plus de 10 ans, mais il m'a contacté après avoir entendu parler de la situation par tante Patricia. Au dîner, il a partagé ses propres expériences avec mes parents et la distance qu'il avait maintenue pour son propre bien-être. Je me suis toujours demandé si tu finirais par avoir besoin de faire le même choix, a-t-il admis. Ils t'ont fait ce qu'ils m'ont fait. Pousser et pousser jusqu'à ce que tes seules options soient la soumission complète ou la séparation complète. Sa compréhension a été une autre pièce du puzzle de la guérison. Une autre confirmation que je n'étais pas folle ou cruelle de me protéger et de protéger ma fille. L'éloignement familial est rarement discuté ouvertement. Pourtant, il est étonnamment courant. Apprendre cela a contribué à apaiser la honte que j'ai ressentie au début de notre situation. Le développement le plus inattendu de cette année a peut-être été d'ouvrir mon cœur à de nouvelles relations. Il y a 6 mois, j'ai rencontré Daniel lors d'une conférence immobilière. C'est un architecte paysagiste avec une manière réfléchie et un intérêt sincère pour les explications passionnées de Lily sur ses derniers projets artistiques. Notre relation s'est développée lentement et en pleine conscience, avec une communication claire sur les attentes et les limites dès le début. Contrairement aux relations précédentes où je me modelais aux préférences des autres, avec Daniel, je suis authentiquement moi-même. J'exprime directement mes besoins. Je dis non quand c'est nécessaire. Je ne panique pas si nous ne sommes pas d'accord. Cela peut sembler être des compétences relationnelles de base, mais pour quelqu'un élevé dans la croyance que l'amour nécessitait l'effacement de soi, elles sont révolutionnaires. Daniel m'a récemment demandé s'il pouvait planter un petit arbre d'ornement dans mon jardin pour l'anniversaire de Lily, un cadeau vivant qui grandirait avec elle. La demande était simple, mais elle m'a fait monter les larmes aux yeux. C'est ainsi que fonctionnait l'amour sain, respectueusement, en demandant avant de faire des changements dans mon espace, en pensant au bonheur de mon enfant, en offrant quelque chose qui améliore plutôt que de diminuer nos vies.
Quant à ma carrière, elle s'est épanouie d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer il y a un an. Sans l'épuisement émotionnel constant et les interruptions, ma concentration et ma créativité sont revenues. J'ai été promu agent senior dans mon entreprise et j'ai commencé à encadrer de nouveaux agents. La sécurité financière que cela procure a encore réduit mon anxiété quant à l'avenir. Lily et moi avons établi de nouvelles traditions qui reflètent nos valeurs plutôt que l'obligation ou les apparences. Notre maison accueille désormais des dîners partage mensuels où les amis apportent des plats représentant leurs origines culturelles. Nous faisons régulièrement du bénévolat au refuge pour animaux local. Pendant les vacances scolaires, nous faisons des voyages éducatifs dans des endroits que nous avons toujours voulu explorer. Ces activités créent le genre de lien authentique qui manquait pendant les années où je courais après l'approbation de mes parents. Les leçons de cette année difficile sont profondes. J'ai appris que la vraie famille se définit par le respect et l'attention, et non simplement par les liens du sang. J'ai découvert que les limites ne sont pas égoïstes, mais nécessaires pour des relations saines. J'en suis venu à comprendre que parfois, le choix le plus aimant que vous puissiez faire est de vous éloigner des personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas respecter votre humanité, même lorsque ces personnes sont vos parents. Plus important encore, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour briser des schémas destructeurs. Le cycle de manipulation émotionnelle et de violation des limites qui a défini ma relation d'enfance avec mes parents aurait pu se poursuivre dans la vie de Lily, affectant sa compréhension de l'amour et du respect. En trouvant le courage de dire « ça suffit », j'ai brisé ce cycle. L'héritage familial douloureux s'arrête avec moi. Si vous regardez ceci et reconnaissez des schémas similaires dans votre propre vie, sachez que vous méritez des relations qui vous construisent plutôt que de vous détruire. Votre maison devrait être un sanctuaire, pas un champ de bataille. Vos limites comptent. Vos sentiments comptent. Vous comptez, peu importe ce que des voix toxiques pourraient vous dire. Le voyage n'est pas facile. Il y aura des jours où le doute obscurcira votre certitude, où le deuil submergera votre soulagement. Mais progressivement, l'espace libéré par la suppression des relations toxiques se remplit de paix, de connexions authentiques et de la joie de vivre en accord avec soi-même. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille? Comment avez-vous géré la situation? Et qu'avez-vous appris de cette expérience? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez lui donner un « j'aime » et vous abonner pour entendre d'autres perspectives sur la guérison des traumatismes familiaux. Rappelez-vous, votre histoire compte aussi, et la partager pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul dans son parcours. Merci d'avoir écouté la mienne.